Il semble juste seul par moments, et je pense qu'il apprécie d'avoir quelqu'un à qui parler. La mâchoire de Nicolas se serra légèrement. Oui, je vois ça. Mais je dois vous demander, quelles sont exactement vos intentions? Rosalène cligna des yeux, décontenancée. Mes intentions? Oui, continua-t-il, son ton se durcissant. Il n'est pas rare que les gens développent des attachements lorsqu'ils sont entourés de richesses. J'ai besoin de savoir si vous faites simplement votre travail ou s'il y a quelque chose de plus. Une lueur de blessure traversa le visage de Rosalène, mais elle se ressaisit rapidement, soutenant son regard avec une force tranquille. Monsieur Branfort, je comprends vos préoccupations. Mais je vous assure, ma seule intention est de faire mon travail et de m'assurer que Charles se sente pris en charge. Votre richesse ou quoi que ce soit d'autre ne m'intéresse pas. Charles mérite de la gentillesse, et j'essaie seulement de la lui apporter. Nicolas ressentit une pointe de culpabilité à sa réponse mais garda son scepticisme. J'espère que c'est vrai, répondit-il, son ton s'adoucissant légèrement mais toujours sur ses gardes. Parce que si je découvre que vous essayez de l'utiliser, ou de m'utiliser, vous serez renvoyé immédiatement. Rosalène hocha la tête, gardant son visage impassible, bien qu'il sentît la blessure dans ses yeux. Compris, monsieur Branfort, dit-elle, sa voix ferme. Si vous préférez, je peux limiter mes interactions avec Charles à des termes strictement professionnels. Pendant un instant, Nicolas sentit le poids de ses propres mots, réalisant qu'il avait peut-être dépassé les bornes. Mais il tint bon et hocha la tête sèchement. Ce serait préférable. Alors que Rosalène reprenait son travail, Nicolas se tourna et quitta la pièce, ressentant un vide dans sa poitrine. Il s'attendait à se sentir soulagé mais se sentit au contraire mal à l'aise. Quelque chose lui disait qu'il avait fait une erreur, que dans sa tentative de protéger son monde, il perdait quelque chose de bien plus précieux. Cette nuit-là, Nicolas resta allongé dans son lit, incapable de dormir. Il ne pouvait se défaire de l'image de l'expression blessée de Rosalène ou de la force dans sa voix alors qu'elle se défendait. La traduction continue, couvrant la confrontation et les doutes de Nicolas. Astérisque le lendemain, Rosalène accomplit ses tâches avec une lourdeur au cœur. Les accusations de Nicolas de la veille résonnaient dans son esprit, la piquant plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait travaillé dur pour être professionnelle et concentrée, et bien qu'elle sût qu'elle n'avait rien fait de mal, les mots de Nicolas l'avaient profondément blessée. Pour Rosalène, son travail n'était pas seulement une question de gagner sa vie. C'était une question de maintenir sa dignité, même face au jugement de personnes qui la connaissaient à peine. Mais les mots de Nicolas l'obligèrent à garder ses distances avec Charles. Chaque fois qu'il essayait de l'approcher, elle lui offrait un sourire poli et passait à sa tâche suivante, évitant toute interaction prolongée. Ce changement perturba Charles, qui commença à ressentir le retour de la tristesse, une solitude qu'il pensait avoir laissée derrière lui lorsque Rosalène avait commencé à passer du temps avec lui. Quelques jours plus tard, alors que Rosalène époussetait les étagères du salon familial, Charles l'approcha, serrant son animal en peluche préféré. Il la regarda avec de grands yeux pleins d'espoir, et le cœur de Rosalène se serra à cette vue. « Rosalène, dit-il doucement en tirant sur sa manche. Ai-je fait quelque chose de mal ?» La question la prit par surprise, et elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle s'accroupit, forçant un sourire en regardant son visage innocent. « Bien sûr que non, Charles. Tu n'as rien fait de mal. Mais tu ne joues plus avec moi, murmura-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Mon père a dit que tu ne pouvais pas ? Rosalène hésita, ne voulant pas trop en dire mais ne voulant pas non plus mentir. Elle prit une profonde inspiration et posa une main douce sur son épaule. Parfois, les adultes doivent suivre certaines règles, même s'ils n'en ont pas envie. Mais ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas de toi, d'accord ? Charles hocha lentement la tête, bien que la tristesse dans ses yeux soit restée. D'accord, dit-il doucement, serrant un peu plus fort son animal en peluche. Alors que Rosalène retournait à son travail, elle ne put se défaire de la culpabilité qui persistait dans sa poitrine. Elle ne voulait pas que Charles se sente abandonné, surtout après tout ce qu'il avait traversé. Mais ses mains étaient liées. Elle n'était que la femme de ménage dans cette maison, pas de la famille, et elle devait se souvenir de sa place. Ce soir-là, alors que Rosalène s'apprêtait à partir, Nicolas entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. Elle se prépara, s'attendant à d'autres critiques. « Rosalène, commença-t-il, son ton formel. J'ai remarqué un changement dans le comportement de Charles récemment.
Il semble plus renfermé, moins heureux. Les mains de Rosalène se crispèrent, mais elle garda son expression calme. Je suis désolé de l'apprendre, monsieur Branfort. J'ai gardé mes distances. Comme vous l'avez demandé. Il fronça les sourcils, comme pris au dépourvu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas qu'il s'attache trop, mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous éloigniez complètement. Rosalène soutint son regard, une pointe de frustration brillant dans ses yeux. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Branfort, je suivais simplement vos instructions. Vous avez clairement fait savoir que vous ne vouliez pas que j'aie d'implication inutile avec Charles. Nicolas se tut, visiblement mal à l'aise. Elle pouvait voir la lueur du conflit dans ses yeux, la lutte entre son instinct de protéger son monde et la prise de conscience croissante de combien son fils avait besoin d'une présence bienveillante dans sa vie. Après un moment de tension, il soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. Peut-être que j'ai surréagi, admit-il, sa voix plus douce. C'est juste, c'est difficile pour moi de faire confiance aux gens. Rosalène prit une profonde inspiration, gardant ses émotions sous contrôle. Monsieur Branfort, je comprends cela, vraiment. Mais je suis ici pour travailler, pour gagner honnêtement ma vie pour mon fils. Je ne ferai jamais rien pour trahir cette confiance. Charles n'est qu'un garçon qui a besoin de quelqu'un pour être là pour lui. Il y avait une vulnérabilité dans ses paroles qui sembla atteindre Nicolas, et pendant un bref instant, il s'adoucit. Mais aussi vite, son expression se durcit à nouveau. Peut-être, dit-il, sa voix sèche. Mais je pense toujours qu'il serait préférable que vous continuiez à garder une distance professionnelle. Rosalène sentit une pointe de déception mais hocha la tête, acceptant sa décision. Elle se tourna pour partir, mais quelque chose en elle se brisa. Elle ne pouvait plus continuer à travailler dans un environnement où chaque petite gentillesse était mal interprétée, où elle se sentait constamment jugée. Elle se retourna, la voix ferme. « Monsieur Branfort, dit-elle, je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Je terminerai mes tâches pour la journée. Mais après ça, je partirai. » Nicolas parut abasourdi. « Vous démissionnez ?» Elle hocha la tête, soutenant son regard sans ciller. « Oui. Je ne peux pas travailler dans un endroit où chacune de mes actions est remise en question, où la gentillesse est considérée comme de la manipulation. J'ai un fils à charge, et il mérite une mère qui est traitée avec respect et dignité. » Pendant un instant, l'expression de Nicolas vacilla, et elle crut voir une pointe de regret dans ses yeux. Mais il ne fit qu'un signe de tête sec. « Très bien, si c'est ce que vous estimez être le mieux. » Rosalène se tourna et quitta la pièce. Son cœur battant la chamade. Elle savait que c'était un risque, mais elle ne pouvait pas se permettre de rester dans un endroit où ses intentions étaient constamment mises en doute. Elle devait faire passer son fils, Dan, en premier, et s'assurer qu'il la voie comme une personne intègre. Cette nuit-là, en faisant ses valises, elle ressentit un sentiment de soulagement doux amer. Charles lui manquerait, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. La traduction continue, couvrant la démission de Rosalène. Astérisque le silence qui remplit le manoir après le départ de Rosalène était troublant. Nicolas rentra chez lui le lendemain soir et trouva la maison plus vide que jamais. Après tout, elle n'était que la femme de ménage, une petite partie de sa vie soigneusement structurée. Et pourtant, son absence laissait un vide qui devenait de plus en plus perceptible chaque jour. Mais c'est Charles qui ressentit le plus vivement la perte. La première nuit sans Rosalène, il attendit anxieusement, serrant son animal en peluche préféré et jetant des coups d'œil vers l'entrée toutes les quelques minutes. Alors que les heures passaient et qu'elle n'apparaissait jamais, son espoir s'amenuisa. La présence stoïque de son père offrait peu de réconfort. Et même quand Nicolas essayait de lui demander comment s'était passée sa journée, Charles répondait par des monosyllabes, le regard lointain. Les jours suivants, chaque fois que Charles voyait un membre du personnel, il se redressait, espérant voir le visage familier de Rosalène, pour être déçu à chaque fois. Un matin, alors qu'il picorait ses céréales, il leva les yeux et demanda timidement à son père, « Où est partie Rosalène ?» Nicolas se raidit, posant sa tasse de café. Il ne s'attendait pas à ce que Charles aborde le sujet si directement. « Rosalène a dû passer à un autre travail, » répondit-il, gardant son ton neutre. « Elle a ses propres responsabilités à assumer. » Le visage de Charles s'affaissa, et Nicolas sentit une pointe de culpabilité. Il voulait dire quelque chose de plus réconfortant, mais les mots ne venaient pas.
Il ne savait pas comment expliquer qu'il avait chassé la seule personne qui semblait rendre son fils vraiment heureux. Au fil de la semaine, l'humeur de Charles s'aggrava. Nicolas essaya de le distraire avec de nouveaux jouets et des sorties dans des endroits que Charles aimait habituellement, mais rien ne semblait ramener le rire de son fils. La joie de Charles fut remplacée par une résignation silencieuse que Nicolas ne pouvait ignorer. Même ses professeurs avaient appelé, préoccupés par le manque soudain d'engagement et d'enthousiasme de Charles. Il avait l'impression que son fils lui échappait de plus en plus, et Nicolas se sentait impuissant à l'arrêter. Un soir, alors que Nicolas était assis dans son bureau, fixant son ordinateur portable sans rien voir, il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Son esprit revenait sans cesse à cette dernière conversation avec Rosalène, à la blessure dans ses yeux alors qu'elle se défendait. Il l'avait accusée d'utiliser son fils pour un gain personnel, et elle était partie à cause de cela. En y repensant, il réalisa à quel point il avait été injuste. Rosalène avait apporté une chaleur dans la vie de Charles que personne d'autre n'avait, pas même lui-même. Un coup à la porte de son bureau le tira de ses pensées. Une des employées de maison entra, l'air mal à l'aise. « Monsieur Branfort », commença-t-elle avec hésitation, « je pensais que vous devriez savoir. Charles ne mange pas beaucoup ces derniers jours. Il a à peine touché son dîner ce soir, et il continue de demander des nouvelles de Rosalène. » Nicolas serra la mâchoire, ressentant un mélange de frustration et d'impuissance. Il avait l'habitude de régler les problèmes rapidement, avec les bons mots ou la bonne somme d'argent, mais rien de tout cela ne semblait fonctionner ici. Il avait chassé la seule personne qui avait apporté à Charles un sentiment de joie et de réconfort, et maintenant il en payait le prix. « Merci », dit-il doucement en la congédiant. Une fois qu'elle fut partie, il se rassit dans son fauteuil, se frottant les tempes alors que le poids de ses choix s'abattait sur lui. La vérité, c'est qu'il avait eu peur. Peur que quelqu'un comme Rosalène, quelqu'un qui n'appartenait pas à son monde, puisse perturber la structure qu'il avait construite autour de lui et de son fils. Il n'avait pas voulu de son influence, n'avait pas voulu se sentir vulnérable. Mais maintenant, il pouvait voir le coût de ses décisions se refléter dans la tristesse de son fils. Cette nuit-là, après avoir couché Charles, Nicolas s'attarda près de la porte de son fils, regardant la petite silhouette recroquevillée sous les couvertures. Charles paraissait encore plus petit que d'habitude, son visage tiré et pâle, sa main serrant l'animal en peluche que Rosalène lui avait donné un jour. Une profonde tristesse envahit Nicolas alors qu'il réalisait qu'il avait enlevé la seule lueur d'espoir dans la vie de Charles. Le lendemain matin, l'école appela pour informer Nicolas que Charles avait passé toute la journée en silence, refusant de participer à toute activité. Le professeur mentionna qu'il semblait de plus en plus renfermé, et la nouvelle secoua Nicolas, le forçant à affronter la réalité de la situation. Il ne pouvait plus ignorer le malheur de Charles ou prétendre que ses décisions n'avaient pas affecté son fils. Cette nuit-là, Nicolas s'assit seul dans le salon, luttant avec sa fierté. Il détestait admettre qu'il avait eu tort, que ses soupçons et ses insécurités avaient causé tant de mal. Mais pour le bien de Charles, il savait qu'il devait ravaler sa fierté. Il avait besoin de Rosalène, et plus important encore, Charles avait besoin d'elle. Elle avait apporté quelque chose dans la vie de son fils qu'il ne pouvait pas lui fournir lui-même. Un sentiment d'appartenance, d'être vu et pris en charge. Avec une profonde inspiration, il prit son téléphone et composa le numéro de Rosalène, ses doigts tremblant légèrement en appuyant sur chaque chiffre. Il avait ses coordonnées dans les dossiers des employés, bien qu'il n'ait jamais pensé qu'il aurait besoin de les utiliser. Le téléphone sonna, chaque sonnerie augmentant son anticipation. Jusqu'à ce que, finalement, il entende sa voix à l'autre bout du fil. « Allô ? Rosalène, c'est Nicolas Branfort, dit-il, les mots lui restant légèrement dans la gorge. Il hésita, ne sachant pas comment commencer mais sachant qu'il devait trouver un moyen de réparer les choses. « Je dois vous parler de Charles. » Il y eut une pause, et il pouvait presque sentir son hésitation. Mais elle ne raccrocha pas. Au lieu de cela, elle répondit doucement, « Qu'y a-t-il, monsieur Branfort ?» Nicolas prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Rosalène, je vous dois des excuses. Charles n'est plus le même depuis votre départ. Vous lui manquez, et si je suis honnête, je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. J'ai laissé mes propres peurs prendre le dessus, et j'ai fait une erreur. » Il y eut un silence à l'autre bout, et pendant un moment, il craignit qu'elle ne réponde pas. Mais il l'entendit alors soupirer, un mélange de surprise et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier.
Monsieur Branfort, j'apprécie les excuses, dit-elle doucement. Mais si vous appelez pour le bien de Charles, vous devez comprendre que ma seule présence n'est pas une solution miracle. Il a besoin de plus qu'une simple connexion temporaire. Nicolas hocha la tête, sentant le poids de ses paroles. Je comprends cela maintenant. Mais je vous demande, Rosalène, si vous envisageriez de revenir. Pas seulement pour Charles, mais parce que je sais qu'il mérite d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie. La traduction continue, couvrant la période après le départ de Rosalène et l'appel de Nicolas. Astérisque, le cœur de Rosalène lui fit mal en écoutant Nicolas au téléphone. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il appelle, et encore moins à ce qu'il s'excuse. Sa voix, habituellement si contrôlée et détachée, contenait une vulnérabilité inhabituelle. Pendant un instant, elle sentit le poids de son regret et la sincérité de ses paroles. Mais elle ne pouvait ignorer le tribut émotionnel que sa méfiance lui avait coûté. Pourtant, la pensée de Charles. Son sourire timide et la lumière dans ses yeux chaque fois qu'il partageait un moment, la remplissaient d'hésitation. L'idée qu'il se sente blessé et confus par son absence lui tordait le cœur. J'y réfléchirai, répondit-elle doucement, sa voix soigneusement mesurée. Mais monsieur Branfort, si je reviens, les choses devront être différentes. Charles a besoin de stabilité. Et je ne peux pas continuer à me mettre dans une position où chaque acte de gentillesse est remis en question. Nicolas prit un moment avant de répondre. Je comprends, Rosalène, vraiment. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Je réalise maintenant que le bien-être de Charles doit passer avant ma fierté. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Ils terminèrent l'appel, laissant une sensation d'incertitude dans l'air. Rosalène savait que revenir ne serait pas facile. Mais la pensée de Charles seul dans cette grande maison froide la remplit d'un sens renouvelé de sa mission. Elle décida de prendre une décision bientôt, espérant apporter le réconfort dont Charles avait besoin. Le lendemain, Rosalène passa du temps à réfléchir profondément à ce que son retour pourrait signifier. Elle parla avec son fils, Dan, lui expliquant qu'elle pourrait retourner travailler au manoir Branfort. Dan, mûr pour son âge, hocha la tête avec compréhension. Il semblait sentir que son travail avec Charles était plus qu'un simple emploi. Pendant ce temps, dans cette même maison, le monde de Charles s'assombrissait. Confus et le cœur brisé, il ne pouvait pas comprendre pourquoi Rosalène était partie si soudainement. Pour lui, c'était comme si elle l'avait abandonné. Chaque jour, il s'accrochait à l'espoir qu'elle pourrait revenir, mais à chaque heure qui passait, son optimisme s'estompait. Un après-midi, dans un accès de désespoir, Charles décida de prendre les choses en main. Son père était parti tôt au bureau, comme d'habitude, et le personnel était occupé par ses tâches quotidiennes. Charles sortit de sa chambre sans se faire remarquer et se dirigea vers la porte d'entrée. Il ne savait pas exactement où vivait Rosalène, mais il se souvenait d'avoir entendu une conversation sur le bus qu'elle prenait depuis le manoir. Avec une détermination tranquille, il sortit par les grilles du manoir et descendit le trottoir. Les rues lui étaient inconnues, remplies des bruits de la circulation et des piétons affairés. Les gens passaient à côté, remarquant à peine le petit garçon qui marchait seul. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et de résolution. De retour au manoir, une des gouvernantes remarqua l'absence de Charles. Elle vérifia sa chambre, puis alerta les autres membres du personnel, qui commencèrent à fouiller les lieux avec une urgence croissante. Finalement, ils appelèrent Nicolas au bureau. Leur voix tendue d'inquiétude alors qu'il l'informait que Charles avait disparu. Le cœur de Nicolas se serra. Les paroles de Rosalène résonnaient dans son esprit. Ses avertissements sur le besoin de stabilité et de soins authentiques de Charles. La pensée le frappa avec une terreur écœurante. Son fils s'était senti si abandonné, si désespéré, qu'il était parti seul à la recherche de la seule personne qui le faisait se sentir aimé. Nicolas quitta son bureau en toute hâte, s'arrêtant à peine pour prendre ses clés alors qu'il se précipitait vers sa voiture. Le trajet de retour au Man. Rosalène était assise tranquillement sur le bord de son lit, ses doigts traçant les billets froissés dans sa main. Ce n'était pas beaucoup, juste assez pour couvrir les frais de scolarité de son fils de 7 ans, Dan, et quelques produits de première nécessité. Prenant une profonde inspiration, elle jeta un coup d'œil vers la porte fermée où Dan dormait probablement à point fermé, ignorant les longues heures que sa mère travaillait pour maintenir leur petite famille à flot. Bien qu'elle peine à joindre les deux bouts, Rosalène ressentait un profond sentiment de fierté. Elle subvenait aux besoins de son fils, lui donnant tout ce qu'elle pouvait.
Chaque matin, Rosalène se levait avant le soleil et montait dans un bus qui l'emmenait dans le quartier le plus riche de la ville, un endroit qu'elle pensait ne voir que dans les films. Le manoir de Nicolas Branfort était niché au cœur de Brookhaven, un quartier aux vastes pelouses, aux grandes fontaines et aux rangées de haies impeccablement taillées. Le manoir lui-même semblait sorti d'un conte de fées, avec des lustres dorés, des sols en marbre et des meubles si chers qu'il était presque intimidant de les toucher. Rosalène y travaillait comme femme de ménage depuis près de 2 ans, mais la grandeur des lieux la faisait encore se sentir déplacée. Rien de tout cela ne lui appartenait. C'était simplement là où elle travaillait. Tandis que Rosalène se déplaçait dans les couloirs infinis du manoir, son esprit était concentré sur son travail. Elle n'était pas intéressée par les peintures inestimables sur les murs ou les vues à couper le souffle depuis les grandes fenêtres. Sa priorité était son travail, nettoyé à fond et efficacement, sans attirer l'attention. Elle savait que conserver ce poste était essentiel pour l'avenir de Dan, en particulier son éducation. Il était sa motivation, la raison pour laquelle elle endurait ces longues journées. De l'autre côté de la ville, le jeune Dan fréquentait une école modeste. Il était l'un des rares enfants issus d'un foyer monoparental, mais Rosalène veillait à ce qu'il ne se sente jamais différent. Elle était déterminée à lui donner une vie stable, même si cela signifiait sacrifier ses propres besoins. Dan était un garçon curieux et réfléchi, posant toujours des questions sur le monde qui l'entourait et, souvent, sur son travail. Bien qu'il soit intrigué par le grand manoir qu'elle nettoyait, Rosalène éludait ses questions, lui disant que ce n'était qu'un travail et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Parfois, Rosalène apercevait son employeur, Nicolas Branfort, un homme grand et posé, avec un air d'autorité qui commandait l'attention. Connu dans le monde des affaires comme un milliardaire brillant et impitoyable, Nicolas était souvent entièrement concentré sur son travail, la saluant à peine d'un signe de tête lorsqu'ils se croisaient. Il ne semblait pas remarquer les gens qui travaillaient autour de lui, et Rosalène préférait que ce soit ainsi. Son monde tournait autour de Dan, et elle supposait que le monde de Nicolas tournait autour de ses entreprises et de sa fortune. Nicolas avait un fils, Charles, qui était souvent laissé seul ou confié à des nounous. Rosalène le voyait parfois errer dans les couloirs avec un regard triste et distant, comme s'il était perdu dans sa propre maison. Elle avait entendu par les autres membres du personnel que la mère de Charles était décédée quelques années auparavant, et que depuis, Nicolas s'était encore plus plongé dans son travail. Charles était un enfant solitaire, souvent renfermé et silencieux. Rosalène surprenait souvent des regards du jeune Charles jouant seul ou assis tranquillement, une légère tristesse persistante dans les yeux. Un après-midi, alors qu'elle époussetait les étagères du salon familial, l'esprit de Rosalène vagabonda. Elle était là, s'inquiétant constamment de joindre les deux bouts, tandis que la famille Branfort semblait vivre sans aucun souci. Et pourtant, malgré le luxe qui les entourait, elle sentait que, d'une manière étrange, Charles et elle partageaient une certaine solitude, un sentiment de ne pas être à leur place. Rosalène était une femme résiliente. Sa vie manquait peut-être de luxe, mais elle était riche de sens. Chaque choix, chaque sacrifice, était pour son fils, Dan. Son travail au manoir Branfort n'était qu'un moyen pour atteindre une fin, un moyen de lui assurer un avenir plus radieux. Regardant par l'une des hautes fenêtres du manoir, elle vit le vaste jardin baigné dans la lueur chaude du soleil couchant. Les fleurs s'épanouissaient dans des couleurs vives, et pendant un instant, elle se permit d'imaginer une vie différente, une vie sans difficultés financières, remplie de facilité et de confort. Mais aussi vite, une vie remplie d'amour. Rassemblant ses affaires, elle se prépara à rentrer chez elle, le cœur léger en imaginant le visage de Dan s'illuminer en la voyant. Le lendemain matin, Nicolas Branfort se prépara pour une journée remplie de réunions sans fin, de transactions commerciales et de négociations. Se regardant dans le miroir, il ajusta son costume parfaitement repassé et jeta un coup d'œil à la montre chère à son poignet. Il était un homme de succès, un milliardaire craint dans le monde de l'entreprise. Mais sous l'extérieur posé, il y avait un vide qu'il se permettait rarement de reconnaître. Alors que Nicolas descendait l'escalier, il aperçut Charles à la table du petit déjeuner, la tête baissée, poussant distraitement ses céréales. Nicolas s'arrêta, observant son fils. Pendant un instant, le garçon parut terriblement petit et seul, entouré de tout le luxe que l'argent pouvait acheter, mais manquant clairement de quelque chose de plus essentiel. « Bonjour, Charles » dit Nicolas, sa voix basse et réservée. Charles leva les yeux, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce que son père le remarque. « Bonjour » répondit-il doucement. « Es-tu prêt pour l'école » demanda Nicolas, essayant de combler le silence.
Charles hocha la tête mais ne montra aucune étincelle dans ses yeux. Nicolas sentit une étrange pointe de culpabilité, un sentiment auquel il n'était pas habitué. Il voulait combler le fossé entre eux, dire quelque chose de significatif, mais les mots ne venaient pas. Son téléphone vibra, interrompant le moment, un appel de son assistant lui rappelant le programme de la journée. Son esprit retourna au travail, et la brève connexion s'évanouit. « Je dois y aller. »« Passe une bonne journée à l'école, » dit Nicolas vivement, donnant à Charles une tape rapide et distraite sur l'épaule avant de sortir. Il ne vit pas la pointe de déception s'installer dans l'expression de Charles alors qu'il retournait son regard vers ses céréales. Plus tard dans la journée, Rosalène arriva au manoir pour son service, accomplissant ses tâches avec sa concentration habituelle. Elle s'était habituée au silence du manoir, qui semblait étrangement calme malgré sa grandeur. La maison dégageait un sentiment d'isolement, surtout autour du jeune Charles. Alors que Rosalène se dirigeait vers le salon familial, elle remarqua Charles assis seul sur le canapé, serrant un petit animal en peluche. Il leva les yeux quand elle entra. Ses yeux étaient timides mais curieux, comme s'il ne pouvait décider s'il devait la saluer ou se retirer. Rosalène lui offrit un sourire chaleureux. « Bonjour, Charles, » dit-elle doucement, sa voix gentille et invitante. Charles bougea, baissant les yeux sur l'animal en peluche dans ses mains. « Salut, » répondit-il, presque dans un murmure. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-elle doucement, sentant sa solitude. Il secoua lentement la tête. « Pas vraiment. » Rosalène ressentit une pointe d'empathie. Elle ne pouvait imaginer ce que ce devait être de se sentir si seule dans une si grande maison, avec seulement la présence occasionnelle des nounous et du personnel. Elle voulait le réconforter, mais elle connaissait sa place. Pourtant, elle ne put résister à partager un peu d'elle-même. « Tu sais, je me sentais parfois seule aussi quand j'avais ton âge, » dit-elle, espérant le rassurer. Charles leva les yeux, un intérêt s'allumant dans son regard. « Vraiment ?» Rosalène hocha la tête. « Oui. Parfois, j'avais l'impression que personne ne me remarquait vraiment. Mais je me rappelais toujours que j'étais spéciale, même si personne d'autre ne le savait. Et tu sais quoi? Ça me faisait me sentir mieux. » Pour la première fois, Rosalène vit un léger sourire se dessiner au coin de la bouche de Charles. Il serra un peu plus fort son animal en peluche et murmura « Merci, Rosalène », comme s'il avait peur de parler plus fort. Juste à ce moment-là, Nicolas entra dans la pièce, son regard se posant sur Charles et Rosalène. Son expression était indéchiffrable, mais Rosalène se redressa immédiatement, sentant une tension dans son regard. Le visage de Nicolas resta impassible, bien qu'il ait remarqué le léger sourire sur le visage de Charles, le premier qu'il voyait depuis longtemps. Il se demanda brièvement ce que Rosalène avait dit à son fils pour le rendre un peu plus heureux. Mais il écarta rapidement cette pensée, la jugeant sans importance. Avec un signe de tête brusque à Rosalène, il se tourna et quitta la pièce. Au fil des jours, Rosalène continua son travail, mais elle remarqua que Charles la cherchait souvent, restant à proximité pendant qu'elle nettoyait, échangeant même parfois quelques mots avec elle. Leur conversation tranquille devint un petit réconfort dans ces journées autrement solitaires. Bien qu'elle fasse toujours attention à ne pas dépasser les limites. Les jours se transformèrent en semaines, et Rosalène tomba dans un rythme familier au manoir Branfort. Chaque jour, elle époussetait, polissait et rangeait méticuleusement des espaces qui semblaient déjà parfaits, pourtant sa présence tranquille était une source de calme dans le manoir autrement froid. Elle voyait souvent Charles se déplacer dans les couloirs, généralement seul, avec une expression pensive, presque mélancolique. Parfois, il la regardait et lui offrait un sourire timide, qu'elle lui rendait toujours chaleureusement. Il semblait qu'un petit lien se formait entre eux, quelque chose de non dit mais réconfortant. Un après-midi, alors que Rosalène polissait l'argenterie dans la grande salle à manger, elle entendit des éclats de rire résonner dans les couloirs. C'était si inattendu qu'elle s'arrêta, son cœur allégé par la joie inhabituelle dans la voix de Charles. La curiosité la piqua, et elle suivit le son dans le couloir jusqu'à ce qu'elle trouve Charles dans une chambre d'amis. Son visage rayonnait de rire alors qu'il sautillait dans la pièce, serrant un oreiller décoratif chic comme si c'était un trésor. Rosalène se tint sur le seuil, le regardant avec un doux sourire. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle l'avait vu si animé. Quelque chose dans son bonheur la remplit de chaleur et d'un sentiment de protection. « Rosalène » cria Charles en la remarquant sur le seuil. Ses yeux pétillaient d'excitation. « Regarde, je suis un pirate, »
et cet oreiller est mon trésor. Elle gloussa en entrant dans la pièce. Un trésor, hein? Eh bien, capitaine Charles, on dirait que tu as trouvé le plus beau trésor de tout le pays. Charles sourit, serrant fort l'oreiller. Tu peux être mon second. Nous devons protéger le trésor de l'ennemi. Rosalène s'accroupit à côté de lui, prenant un air sérieux. Eh, capitaine, je garderai l'œil ouvert. Personne ne nous passera. Pendant quelques précieuses minutes, ils jouèrent ensemble, leur rire remplissant la pièce silencieuse. Ils chuchotèrent sur des ennemis invisibles, planifièrent de grandes aventures et gardèrent leur trésor avec tout le sérieux de vrais pirates. Pour la première fois, le manoir semblait vivant de chaleur et de joie. Leur jeu fut interrompu par le bruit de pas qui approchait. Le cœur de Rosalène manqua un battement alors qu'elle reconnaissait la démarche ferme de Nicolas. Elle se redressa rapidement, lissant son uniforme et adressant un sourire d'excuse à Charles. Nicolas apparut sur le seuil. Son expression sévère alors que son regard passait de Charles à Rosalène. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il, sa voix fraîche et contrôlée. Le sourire de Charles s'effaça, et il serra l'oreiller plus fort contre lui, baissant les yeux. Rosalène se racla la gorge, se sentant comme si elle avait été prise en faute. « Nous jouions juste à un petit jeu, monsieur Branfort. Je m'excuse si nous vous avons dérangé. » Le regard de Nicolas se rétrécit légèrement. Son expression indéchiffrable. « Je vois » répondit-il. Son ton empreint d'une désapprobation silencieuse. Il se tourna vers son fils. « Charles, il est temps de te préparer pour le dîner. » Charles hocha la tête, jetant un dernier sourire timide à Rosalène avant de se dépêcher de sortir de la pièce. Rosalène se sentit mal à l'aise sous le regard de Nicolas, ne sachant que dire. Elle n'avait rien fait de mal, mais quelque chose dans son expression sévère lui donnait l'impression que si. Après un moment de silence, Nicolas parla, son ton sec. « J'attends un certain niveau de professionnalisme ici, Rosalène. Je ne veux pas que vous vous impliquiez trop. » Rosalène soutint son regard, calme et posé. « Je comprends, monsieur Branfort. Mais Charles, c'est un bon garçon. Parfois, un peu de gentillesse fait beaucoup de bien. » Pendant un bref instant, Nicolas parut décontenancé, comme si ses paroles avaient touché une corde sensible à laquelle il ne s'attendait pas. Son expression changea. Une lueur de quelque chose de plus doux vacilla dans ses yeux avant qu'il ne la masque rapidement par un regard plus gardé. « Très bien, dit-il, sa voix mesurée. Mais j'apprécierais que vous vous concentriez sur vos tâches. Il n'y a pas besoin de distraction. » Rosalène retint une réponse. Hochant simplement la tête. Elle regarda Nicolas se tourner et partir, les épaules tendues, laissant la pièce plus froide qu'elle ne l'avait été quelques instants auparavant. Ce soir-là, alors que Rosalène se préparait à partir, elle ne put se défaire d'un sentiment de malaise. Elle n'avait voulu qu'apporter un peu de joie à Charles, un garçon qui en avait clairement besoin. Le regard sur son visage pendant qu'il jouait. C'était le regard d'un enfant qui se sentait vu, qui se sentait pris en charge, ne serait-ce que pour un instant. Elle ne comprenait pas pourquoi Nicolas semblait si opposé à cela. Dans le bus pour rentrer chez elle, Rosalène rejoua la scène dans son esprit, se demandant si elle avait effectivement dépassé les bornes. Alors que les lumières de la ville défilaient derrière la fenêtre, ses pensées se tournèrent vers Dan, qui l'attendait à la maison. Elle imagina son visage s'illuminer en la voyant franchir la porte, courant pour l'accueillir. Elle ne put s'empêcher de penser à Charles, qui pourrait porter la même expression si seulement son père pouvait le voir vraiment. Pendant ce temps, Nicolas ne pouvait se défaire de l'image de Rosalène et Charles riant ensemble. Il se dit que c'était insignifiant. Un bref moment de jeu enfantin qui ne devrait pas le concerner. Et pourtant, le son du rire de Charles résonnait dans son esprit, remuant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Au fil des jours, Nicolas se surprit à observer Rosalène de plus près, bien qu'il le fît discrètement. Chaque fois qu'il rentrait tôt à la maison, il apercevait des bribes d'elle travaillant tranquillement, sa présence calme et sans prétention. Il y avait une chaleur en elle, une énergie douce qui semblait affecter tout le monde autour d'elle, y compris son fils. Un soir, alors que Nicolas examinait des rapports dans son bureau, ses pensées se tournèrent à nouveau vers Rosalène. Il ne pouvait nier l'effet positif qu'elle semblait avoir sur Charles. Son fils souriait plus, semblait plus engagé, et même ses professeurs avaient commenté des améliorations dans son comportement. Pourtant, une graine de doute persistait.
Nicolas avait rencontré trop de gens qui feignaient la gentillesse pour un gain personnel. Dans son monde, où la richesse attirait les opportunistes, il avait appris à se méfier des intentions des autres. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si Rosalène ne faisait que semblant, essayant de gagner l'affection de son fils pour son propre bénéfice. Cette pensée le rongeait, tordant sa vision d'elle. Le lendemain matin, Nicolas décida de l'observer plus ouvertement. Il descendit pour le petit déjeuner à une heure inhabituelle, sachant qu'elle serait à proximité. S'asseyant à table, il fit semblant d'être absorbé par sa tablette, mais son attention était portée sur elle. Rosalène se déplaçait dans la salle à manger, polissant tranquillement la table et redressant les chaises. Elle semblait entièrement concentrée, travaillant avec une grâce et une humilité qui semblaient étrangement déplacées dans un cadre aussi grandiose. Nicolas ne voyait rien de manifestement suspect dans son comportement. Pourtant, son malaise persistait. Juste à ce moment-là, Charles entra dans la pièce. Son visage s'illumina en apercevant Rosalène. « Bonjour, Rosalène », la salua-t-il joyeusement, s'approchant pour se tenir à côté d'elle. Rosalène interrompit son travail et lui sourit. « Bonjour, Charles. As-tu bien dormi ?» Charles haussa les épaules. « Ça va, je suppose. Mais j'ai rêvé que nous étions à nouveau des pirates, dit-il. Ses yeux pétillants d'excitation. Rosalène gloussa, s'accroupissant à son niveau. « Vraiment ? Avons-nous trouvé un nouveau trésor ?» Charles hocha la tête avec empressement. « Oui. Cette fois, c'était toute une pièce pleine de pièces d'or et de bijoux. Tu étais là, et tu m'as aidé à combattre les méchants. » Leur échange était simple, mais la chaleur et la familiarité qui s'en dégageaient touchèrent Nicolas. Il serra la mâchoire, ressentant un mélange inattendu de jalousie et de malaise. Il fut frappé par la facilité avec laquelle Charles semblait se connecter avec Rosalène, d'une manière qu'il n'avait pas avec lui. Décidant de mettre fin à leur conversation, Nicolas se racla la gorge et s'adressa à Charles. « Charles, tu devrais manger ton petit déjeuner. Tu ne veux pas être en retard à l'école. » Charles le regarda, une pointe de déception traversant son visage, mais il se dirigea immédiatement vers la table et prit sa place. Rosalène, sentant l'inconfort de Nicolas, reprit tranquillement son travail, maintenant son attitude posée et professionnelle. Plus tard dans la soirée, après que Charles soit allé se coucher, Nicolas se retrouva à faire les 100 pas dans son bureau, troublé par l'échange du matin. Il voulait croire que la gentillesse de Rosalène envers Charles était sincère, mais des années passées à naviguer dans un monde rempli de gens cherchant des faveurs et utilisant la flatterie le laissaient méfiant. Il savait qu'il ne pouvait ignorer son influence sur Charles, ni, s'il était honnête, sur lui-même. Finalement, il prit une décision. Le lendemain, il l'affronterait pour comprendre directement ses motivations. L'après-midi suivant, Nicolas trouva Rosalène dans le salon familial, arrangeant un vase de fleurs fraîches sur la table. Il se racla la gorge pour attirer son attention. Il la vit lever les yeux, surprise mais posée, son expression neutre. Monsieur Branfort, le salua-t-elle poliment, reculant pour lui faire de la place. Rosalène, commença-t-il, sa voix ferme mais attentive. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Il marqua une pause, son regard scrutateur, cherchant le moindre signe de tromperie. J'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps avec Charles. L'expression de Rosalène s'adoucit en répondant. Charles est un garçon merveilleux, monsieur Branfort. Qui semblait s'agrandir de minute en minute. Enfin, Liam ne put nier la vérité, la situation s'était inversée. Sophia, autrefois éclipsée et rejetée, était maintenant la personne que tout le monde voulait connaître. Et à ce moment-là, il ressentit une vague de regret pour les choix qu'il avait faits, pour l'amour qu'il avait tenu pour acquis. Pourtant, la dure réalité demeurait. Il n'y avait pas de retour en arrière possible à la vie qu'il connaissait autrefois. Alors que la conférence se poursuivait, la pression montait sur Liam et Bella. Leur façade d'harmonie vacillait à chaque heure qui passait. Pendant ce temps, Sophia rayonnait d'une confiance calme qui semblait inébranlable, surtout avec le soutien indéfectible d'Ethan. L'avant-dernier jour, une session de questions-réponses s'est tenue devant un large public. Les couples étaient invités sur scène pour répondre à des questions sur leur vision commune et leur dynamique interpersonnelle. L'événement se voulait léger, mais les rumeurs circulant sur la situation réelle de Liam l'avaient transformé en un potentiel champ de mine. Lorsque l'animateur invita Liam et Bella sur scène, ils échangèrent des regards nerveux.
Ils essayèrent de garder le sourire, mais la tension entre eux était palpable. L'animateur commença par des questions faciles sur leurs objectifs. Liam récita des réponses génériques sur l'expansion et la synergie, tandis que Bella hochait la tête mécaniquement. Puis vint la question qui changea tout. Une femme dans le public, probablement ignorante du scandale, leva la main et demanda « Liam et Bella, vous semblez être une excellente équipe. Puis-je vous demander depuis combien de temps vous êtes mariés? Et quels conseils pouvez-vous donner à ceux d'entre nous qui espèrent un partenariat aimant et durable ?» Un silence se fit dans la salle. Les yeux de Bella s'écarquillèrent de panique. Le cœur de Liam battait si fort qu'il pouvait à peine penser. « commença Liam, la voix cassée. Nous ne sommes pas exactement mariés. Pas encore, mais nous sommes très sérieux. » Il força un rire qui tomba à plat, jetant un coup d'œil à Bella pour obtenir de l'aide. Bella fixa le microphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Réalisant que tous les yeux étaient sur elle, elle réussit à dire « Oui, nous sommes dans une relation engagée. Nous soutenons les rêves de l'autre. C'est la clé. » Mais le mal était fait. Le silence se transforma en murmure discret. La femme dans le public fronça les sourcils. « Oh, je vois. J'ai du mal comprendre. Êtes-vous divorcé de votre précédente épouse, Liam ?» La question tomba comme une grenade. Liam déglutit difficilement, luttant pour garder son sang-froid. « C'est une affaire privée, balbutia-t-il. Bella, sentant la tension monter, regarda le public avec impuissance. Quelques appareils photo crépitèrent, capturant l'inconfort du couple. Soudain, il sembla que toute la salle était consciente de leur situation précaire. L'animateur, sentant le malaise, tenta de diriger la conversation vers un autre couple. Mais la foule ne pouvait pas ignorer la vérité. La relation de Liam et Bella était truffée d'incohérences. Alors qu'ils quittaient la scène, les applaudissements polis s'estompèrent en spéculations chuchotées. Sophia, assise à côté d'Ethan dans le public, observa la scène avec un sang-froid détaché. Elle ne ressentit aucune joie de leur malaise public. Seulement une reconnaissance sombre que la vérité avait une façon de faire surface. Ethan lui prit doucement la main. « Tu t'es comporté avec plus de dignité que la plupart ne l'auraient fait, » murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, les couples se réunirent dans la grande salle à manger pour le dîner. Liam pouvait à peine manger, son appétit ruiné par l'humiliation précédente. Bella sirotait son vin, les joues rougies de colère et d'embarras. Leur table, autrefois animée, était principalement vide, car les autres gravitaient vers des paires plus harmonieuses. À une table séparée, Sophia et Ethan dînaient avec des dignitaires étrangers, des leaders philanthropiques et des entrepreneurs de haut niveau. Leur conversation passait de la politique aux anecdotes personnelles, et de temps en temps, des rires éclataient. Sophia était dans son élément, se surprenant même de la facilité avec laquelle elle contribuait à la conversation. Tout au long du repas, Liam jetait des regards furtifs à Sophia. Il se souvint des premières années de leur mariage. Les pique-niques spontanés, les lettres sincères qu'elle lui laissait, sa croyance inébranlable en ses rêves alors qu'il débutait à peine. Comment était-il devenu si aveugle au trésor qu'il avait? Mais il était trop tard maintenant. Tout le monde autour de lui, des sponsors aux partenaires commerciaux, le regardait avec une curiosité prudente. Les fissures dans sa persona publique étaient trop grandes pour être réparées. Bella le sentit aussi, et son ressentiment grandit. Elle avait misé sur l'ascension sociale de Liam, pour se retrouver au milieu d'un scandale qui menaçait ses propres ambitions. Plus tard dans la nuit, Bella confronta Liam dans le couloir devant leur suite. « Tu m'as promis que ce serait facile, » siffla-t-elle, la voix tremblante. « Tu as dit que ta femme était hors jeu clairement, ce n'est pas le cas. » « Elle l'était, » insista Liam. « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente avec le président, de toutes les personnes possibles. Donne-moi juste une chance d'arranger les choses. » Bella croisa les bras, les yeux froids. « Je ne suis pas sûr que tu puisses encore arranger ça, Liam. » Il resta là, impuissant. La maîtresse qu'il pensait être la clé d'une nouvelle vie glamour semblait maintenant aussi perdue que lui. Et l'épouse qu'il avait rejetée brillait plus que jamais. Le dernier jour de la conférence, l'ambiance était électrique. Le réseautage à enjeux élevés avait atteint son paroxysme, et tout le monde se préparait à finaliser les liens qu'ils avaient tissés. Ethan avait quelques séances de photos officielles prévues avec des dignitaires, et il invita Sophia à l'accompagner. Elle accepta,
ressentant un mélange de fierté et d'incrédulité surréaliste face à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. En milieu d'après-midi, elle trouva un moment pour s'échapper de la foule. Elle avait besoin de respirer, de réfléchir. À l'extérieur du pavillon principal se trouvait un belvédère pittoresque avec une balustrade en bois et une vue panoramique sur les montagnes. L'air vif sentait le pin et laissait présager l'hiver à venir. Sophia s'appuya contre la balustrade, laissant le vent jouer avec quelques mèches de cheveux qui s'étaient échappées de son chignon soigné. « Je me demandais où tu étais passé, » dit une voix familière derrière elle. En se retournant, Sophia vit Liam marcher vers elle, les mains dans les poches. Elle fit un petit signe de tête. « Bonjour, Liam. » Il s'arrêta à quelques pas, les yeux passant de la vue à elle. « Sophia, je veux parler, juste un instant. » Seule. Elle soupira, son souffle visible dans l'air froid. « D'accord. » Liam s'éclaircit la gorge, rassemblant son courage. « Je te dois des excuses. De vraies excuses. Je sais que j'ai été terrible avec toi ces derniers mois. Et je t'ai menti. J'ai menti sur avec qui j'étais, sur mes plans. C'était mal. Je suis désolé. » Une brise balaya le belvédère, faisant bruisser le châle de Sophia. Elle étudia son visage, notant comment l'arrogance et le mépris semblaient atténués par le regret. « J'apprécie tes excuses, » dit-elle doucement. « Mais les mots seuls ne peuvent pas changer ce qui s'est passé. » Il ferma brièvement les yeux en hochant la tête. « Je sais. C'est juste que... j'ai vu une facette de toi cette semaine que j'avais oubliée. Ou peut-être que je n'ai jamais pris la peine de la voir. Tu es si forte, si impressionnante. Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai été stupide. » Le regard de Sophia retourna vers les montagnes. « Stupide, oui. Mais plus que ça, tu as été cruel. Tu m'as humilié sans une seconde pensée. Tu as dit que je n'étais pas digne d'être à tes côtés parce que je ne correspondais pas à ton image. Et ça a fait plus mal que n'importe quelle liaison. » Sa voix se brisa. « Je sais. J'ai tout gâché. Quand on rentrera à la maison, je veux arranger les choses. Je veux qu'on... » Elle leva la main. « Non, Liam. Je suis désolé, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai pris ma décision. Nous nous sommes trop éloignés. » Cette conférence l'a clairement montré. La douleur vacilla sur le visage de Liam. Pendant un instant, il ressembla au jeune homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui était plein de rêves mais aussi débordant de vulnérabilité. « Alors c'est tout. » Sophia hocha la tête. « Oui. Nous pouvons être civilisés, surtout en ce qui concerne tout ce que nous devons régler légalement. Mais je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui me voit comme un accessoire ou un fardeau. » Il déglutit, luttant pour garder son sang-froid. « Je comprends. Je le mérite. » Elle se tourna pour lui faire face. « Tu mérites de réfléchir à tes actions. Tu mérites une chance de grandir de cela, mais pas à mes dépens. J'espère que tu trouveras ton chemin. Je ne vais pas te haïr, Liam, mais je ne vais pas non plus rester avec toi. » Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il hocha simplement la tête. Un instant plus tard, il détourna le regard, les larmes aux yeux. En silence, il retourna vers le pavillon, laissant Sophia seule avec ses pensées. Après quelques minutes, Ethan apparut, ayant discrètement observé une partie de l'échange à distance. Il posa une main rassurante sur l'épaule de Sophia. « Tu as fait ce que tu devais faire, » dit-il doucement. Elle se pencha dans sa présence réconfortante. « Je me sens soulagé d'un poids. C'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. » Ils regardèrent le coucher de soleil ensemble, les rayons dorés effleurant les sommets des montagnes. Sophia ressentit une profonde libération s'installer en elle. Elle quittait la conférence non pas en tant que victime, mais en tant que femme qui avait découvert sa propre résilience. Elle n'appartenait plus à Liam, elle s'appartenait à elle-même. La conférence des couples s'est terminée par un gala de clôture. À ce moment-là, tout le monde connaissait l'histoire de Liam et Sophia Hastings, il était arrivé avec une autre femme, et elle était apparue au bras du président. Et tout le monde savait aussi comment la dynamique du pouvoir avait changé, laissant la réputation de Liam ternie et Bella visiblement aliénée. Alors que la grande salle de bal se remplissait pour les festivités finales, Sophia se retrouva entourée de sympathisants qui avaient été inspirés par son parcours.
Certains l'approchaient pour des conseils, tandis que d'autres exprimaient simplement leur admiration pour sa grâce sous la pression. En retour, Sofia offrit d'humbles remerciements, reconnaissant qu'elle était simplement une institutrice qui avait été poussée à découvrir une nouvelle facette d'elle-même. Ethan, occupé avec des dignitaires et des affaires officielles, trouvait quand même des moments pour prendre des nouvelles de Sofia, s'assurant qu'elle était à l'aise et en paix. Leur lien était celui d'un respect mutuel. Aucun des deux ne poussait à plus que de l'amitié dans cette tendre suite des événements, ce que Sofia appréciait profondément. De l'autre côté de la salle de bal, Liam sirotait un verre, fixant le vide. Bella était partie plus tôt dans la journée, prétextant une urgence à sa start-up. En vérité, la relation qu'elle avait envisagée n'était plus avantageuse. Ainsi, Liam affrontait seul les conséquences de ses actes. Le lendemain matin, le personnel de la station fit ses adieux aux participants qui partaient. Sofia et Ethan dirent au revoir aux nouveaux amis qu'ils s'étaient faits. Alors qu'ils s'apprêtaient à monter à bord de l'avion d'Ethan, Liam s'approcha discrètement. Il arborait une expression résignée et réussit un faible sourire. « Sofia, je voulais juste te souhaiter bonne chance, dit-il. Et je veux que tu saches que malgré tout, je suis fier de la femme que tu es devenue. » Sofia le regarda. Le chagrin s'était estompé, remplacé par une calme acceptation. « Merci, Liam. Je te souhaite clarté et croissance. Prends soin de toi. » Ethan serra poliment la main de Liam. Aucune animosité n'était présente. Juste une finalité sereine. Puis, avec un dernier signe de tête, Sofia et Ethan montèrent à bord de l'avion, laissant le passer derrière eux dans les montagnes. De retour à la maison, les paparazzis bourdonnaient de rumeurs sur le drame de la conférence. Et pendant un bref moment, le visage de Sofia apparut dans les tabloïds et sur les réseaux sociaux. Plutôt que de se laisser consumer par cela, elle canalisa l'attention vers quelque chose de positif. Elle lança un blog sur le développement personnel et le respect de soi, écrivant avec franchise sur la manière de surmonter la trahison, de trouver sa force intérieure et l'importance de s'estimer. Ses publications devinrent rapidement virales, trouvant un écho auprès de lecteurs qui se reconnaissaient dans ses mots. Elle reçut des messages de personnes de tout le pays. Certaines luttaient dans des relations toxiques, d'autres remettaient en question leur valeur au travail ou dans la vie. Pour la première fois, Sofia réalisa qu'elle avait une plateforme, et avec elle, une responsabilité. Inspirée par la réaction, elle développa son blog en un site de motivation à part entière, avec des séminaires en ligne et des ressources pédagogiques. Son expérience d'éducatrice s'avéra inestimable. Elle savait comment décomposer des idées complexes en leçons accessibles et inspirantes. Pendant ce temps, Liam tenta de sauver ce qui restait de sa réputation. Certaines affaires échouèrent car le scandale éclipsait ses réalisations. Pourtant, par un étrange coup du sort, beaucoup citèrent l'affaire Liam Hastings comme une mise en garde contre l'orgueil et la tromperie. Lentement, il commença à réfléchir à ses choix de vie, consultant pour la première fois. Les détails de sa croissance personnelle restèrent privés, mais il était clair qu'il n'oublierait pas facilement les leçons qu'il avait apprises. Bella disparut de la scène publique, se concentrant sur sa start-up sans le capital social de Liam. Des rumeurs circulaient sur sa recherche d'un autre partenaire riche, bien que personne n'y prêtât beaucoup d'attention. Son bref chapitre dans la vie de Liam s'estompa aussi vite qu'il avait commencé. Dans les mois qui suivirent, Sofia embrassa son nouveau chapitre à bras ouverts. Encouragée par Ethan, qui resta un ami fidèle, elle commença à écrire un livre sur ses expériences. Les éditeurs se disputèrent les droits, voyant la fascination du public pour son histoire. Pour Sofia, c'était une chance de toucher encore plus de personnes qui avaient besoin d'espoir. Un matin d'automne frais, alors qu'elle se promenait dans un parc de quartier, un groupe d'adolescentes l'approcha timidement. « Vous êtes Sofia Hastings, n'est-ce pas » demanda l'une d'elles, la voix tremblante d'excitation. Sofia offrit un doux sourire. « Oui, c'est moi. Vous avez changé la vie de ma mère » lâcha la jeune fille, les larmes aux yeux. Elle lit votre blog tous les jours, et elle a décidé de quitter une très mauvaise situation à la maison. Maintenant, elle est heureuse, et nous sommes tous dans un meilleur endroit. Je voulais juste vous dire merci. Submergée par la gratitude, Sofia serra la jeune fille dans ses bras. Merci de me le dire. Je suis heureuse qu'elle ait trouvé la force en elle. Quand elles se séparèrent, Sofia s'assit sur un banc de parc, contemplant les feuilles d'automne flamboyantes qui dérivaient dans la brise. Elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. La douleur qu'elle avait endurée n'avait pas été vaine.
Elle s'était épanouie en une force pour le bien dans le monde. Et ça, réalisa-t-elle, était le plus grand cadeau de tous. Dans son cœur, elle savait que son histoire était encore en train de s'écrire, remplie de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. La trahison de Liam, les ambitions de Bella, le soutien indéfectible d'Ethan. C'étaient des chapitres qui avaient façonné son évolution. Pourtant, la leçon ultime était celle de la découverte de soi. Elle avait appris sa propre valeur et comment utiliser sa voix pour élever les autres. À partir de ce jour, Sophia marcha avec un but renouvelé. Confiante que peu importe les défis qui se présenteraient, elle savait ce qu'elle défendait. Et dans chaque coin de la nation, les gens chuchotaient son nom avec admiration, inspirés par la courageuse institutrice qui avait découvert sa voix, sa dignité et son pouvoir, simplement en refusant de rester dans l'ombre des rêves de quelqu'un d'autre. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.